Poisson soluble, qui est certainement un des grands livres du surréalisme, un des grands textes du surréalisme, et qui est un texte méconnu. Pourquoi méconnu? Peut-être en partie parce que le titre n'est pas très satisfaisant à cause de le redoublement de la syllabe poisson soluble, mais aussi à cause du contenu même de ce titre que nous allons examiner. Le manifeste du surréalisme peut être considéré, entre autres choses, comme une introduction au poème, entre guillemets, de Poisson soluble, qui le suivent dans l'édition originale. Voici comment Breton, à l'intérieur du manifeste, va présenter, voici ce qu'il dit spécialement sur Poisson soluble. Breton nous déclare que dans le surréalisme, dans l'écriture automatique, il y a une relation spéciale à l'enfance. L'écriture automatique, c'est un moyen de revivre son enfance, de retrouver les pouvoirs de l'enfance. Dans cette aventure, qui est une aventure de caractère magique, si vous voulez, c'est comme Faust qui retrouve sa jeunesse, on rencontre évidemment des dangers. On rencontre ce que Breton appelle des paysages dangereux. On traverse avec un tressaillement ce que les occultistes appellent des paysages dangereux. Je suscite sur mes pas des monstres qui me guettent. Ils ne sont pas encore trop mal intentionnés à mon égard, et je ne suis pas perdu puisque je les crains. Voici les éléphants à tête de femme et les lions volants que Soupeau et moi, nous tremblâmes naguère de rencontrer. Les éléphants à tête de femme et les lions volants apparaissent à la fin du chapitre le plus rapide des champs magnétiques, le chapitre qui s'appelle « Éclipse ». Voici le poisson soluble qui m'effraie bien encore un peu. Poisson soluble. N'est-ce pas moi, le poisson soluble? Je suis né sous le signe des poissons et l'homme est soluble dans sa pensée. La faune et la flore du surréalisme sont inavouables. Poisson soluble, cela indique par conséquent, puisque le poisson c'est Breton, il nous le dit, cela indique une sorte d'autoportrait poétique. Pourquoi Breton se présente-t-il sous le signe d'un poisson? Il nous dit c'est parce qu'il a le signe astrologique des poissons. Il est né en février, un 18 février, donc le soleil était dans le signe des poissons dans le zodiaque. Mais nous comprenons bien qu'il doit y avoir autre chose, de plus inquiétant pour Breton lui-même. Je ne crois pas au prochain établissement d'un poncif surréaliste. Les caractères communs à tous les textes du genre, parmi lesquels ceux que je viens de signaler et beaucoup d'autres, que seuls pourraient nous livrer une analyse logique et une analyse grammaticale serrées, ne s'opposent pas à une certaine évolution de la prose surréaliste dans le temps. Venant après quantité d'essais auxquels je me suis livré dans ce sens depuis 5 ans, la distance entre les champs magnétiques et poissons solubles, et dont j'ai la faiblesse de juger la plupart extrêmement désordonnés, les historiettes qui forment la suite de ce volume m'en fournissent une preuve flagrante. Je crois qu'il faut souligner ici le mot « historiette ». En effet, la plupart de ces textes vont nous raconter des histoires. Je ne les tiens à cause de cela ni pour plus digne ni pour plus indigne de figurer aux yeux du lecteur les gains que l'apport surréaliste est susceptible de faire réaliser à sa conscience. Alors, nous avons dans cette introduction, dans les seuls moments où il va parler avec précision de poissons solubles, deux points principaux qui sont touchés. Premièrement, l'importance du titre Poisson soluble. Ce n'est pas du tout un titre qui est dû au hasard ou à la fantaisie. C'est un signe dangereux
qui s'est montré, disons, pendant l'exploration du paysage. C'est un signe qui s'impose à Breton et qui lui apparaît comme un signe très ambigu. Deuxièmement, il y a une évolution entre les textes des champs magnétiques et les textes de Poisson soluble. De toute façon, il y a des différences de technique considérables entre les textes des champs magnétiques et ceux de Poisson soluble. Les textes des champs magnétiques ont été faits à deux, ce qui est une expérience tout à fait différente. Ils ont été, pour la plupart, faits à l'intérieur d'une semaine. Philippe Soupeau et André Breton se retrouvaient tous les soirs. Ils décidaient d'un sujet, ils décidaient d'une vitesse, etc. Les textes qui sont dans Poisson soluble ont été faits naturellement dans des conditions qui sont tout à fait différentes. Ils ont été faits en espérant conserver un certain idéal de l'écriture automatique. Ils ont été faits pour obéir, si vous voulez, à la voie surréaliste. Mais dans la pratique, ils représentent une expérience qui est tout à fait différente. Et ils représentent une expérience qui est tout à fait différente à cause de tout ce que l'on avait dit, à cause de tout ce que l'on avait dit et pensé depuis les champs magnétiques, à cause en particulier de toutes les interprétations qui ont eu lieu à l'intérieur du groupe et sur lesquelles le texte du manifeste est le meilleur document que nous puissions avoir, et puis sur le développement de la pensée et de l'activité surréaliste. Nous allons d'abord examiner, si vous le voulez bien, ce titre « Poisson soluble ». Et puis ensuite, nous essaierons de regarder quelles sont les principales différences qui existent entre les textes des champs magnétiques et puis les textes de Poisson soluble, et nous entrerons dans ce volume, dans cet ensemble, pour lire quelques-uns des textes les plus émouvants, les plus beaux. Poisson soluble. J'ai dit que ce texte, Breton le souligne, a quelque chose d'inquiétant. Ce titre a quelque chose d'inquiétant. Lorsque nous voyons ce titre, Poisson soluble, il se présente tout d'abord comme une absurdité. Si le poisson est soluble, bien sûr, très rapidement, il n'y a plus de poisson. Mais Breton peut nous répondre à ça, et nous pouvons répondre immédiatement que, justement, cette destruction du poisson, cette dissolution du poisson est quelque chose que Breton recherche. Nous savons que Breton veut pouvoir dire à propos de ses propres textes, ce n'est pas moi, ou en tous les cas, c'est comme si ce n'était pas moi, parce qu'il s'agit de renaître. Il va s'agir pour le petit poisson, si vous voulez, de renaître à l'intérieur d'une certaine eau. Renaître dans l'eau, c'est un thème fondamental de l'Occident, c'est un des sacrements des religions chrétiennes, c'est le thème du baptême, c'est le thème de la rédemption du baptême. Mais lorsque nous voyons Poisson soluble, et surtout lorsqu'on voyait ce titre dans la première édition, qui était d'un rouge un peu plus soutenu que celui-ci, eh bien, presque automatiquement, on faisait un lapsus de lecture. C'est-à-dire qu'au lieu de lire Poisson soluble, on avait tendance à lire Poison soluble. Poison soluble comme sur l'étiquette d'une droguerie ou d'une pharmacie, l'étiquette des produits toxiques qui avaient exactement ce même rouge. Et Breton, dans Nadja, expliquera à Nadja, il confirmera à Nadja qu'en effet, il avait choisi spécialement la couleur
du livre. Alors, nous avons donc ici une expression courante qui est camouflée, de même que dans les champs magnétiques, sous l'orthographe champ, C-H-A-M-P-S. Nous lisons automatiquement du fait que nous identifions le livre comme ouvrage de poésie. Nous voyons les textes qui sont dans les deux sections, le pagurdie, avec des lignes inégales. Nous disons, ce sont donc des poèmes, et au lieu de lire chant, C-H-A-M-P-S, nous avons tendance à lire chant, C-H-A-N-T-S. Eh bien, ici, nous avons un jeu du même genre, un jeu qui est moins exact, si vous voulez, un calembour qui est moins exact du point de vue auditif. Alors, sous poisson soluble, nous avons l'idée de poison, l'idée de danger, si vous voulez. Il n'y a pas que les paysages qui soient dangereux. Il y a les êtres, les personnages qui s'y promènent. Et il y a le texte lui-même, le texte qui apparaît comme une liqueur. Le poisson soluble, le poisson qui va être dans ce volume, va se trouver, si vous voulez, comme un poisson rouge à l'intérieur d'un bocal ou d'un aquarium. Et lorsque nous lisons poison soluble avec ce rouge de l'étiquette dangereux, toxique, nous identifions en quelque sorte le volume avec une fiole, une bouteille. Une bouteille que nous allons boire en la lisant. Cette drogue, nous avons vu l'identification du texte surréaliste avec une drogue supérieure déjà par Breton. Eh bien, lorsque nous lirons, lorsque nous dévorerons ces pages, eh bien, ce sera l'équivalent de l'ingestion d'une drogue ou d'un élixir. Immédiatement, les comparaisons avec l'alchimie vont s'imposer, l'élixir de longue vie ou l'élixir de jouvence. Tout ceci, c'est quelque chose que Breton peut admettre parfaitement dans sa conscience. Mais si il n'y a pas que Breton qui sera poisson à l'intérieur de cet aquarium du livre, le lecteur, lui aussi, va nager dans cet aquarium du livre pour pouvoir renaître. Il va donc y avoir un baptême, une renaissance. Cette idée de baptême nous indique une couche qui est beaucoup plus profonde et qui ne peut pas venir à la conscience de Breton directement. Parce que dans la conscience de Breton à l'époque et de ses camarades, il y a une volonté absolue d'anticléricalisme. Et même si certains thèmes chrétiens sont renversés, il est difficile de les identifier comme tels. À l'intérieur du texte, nous allons voir toutes sortes de merveilles ou de miracles. Eh bien, si nous nous rapprochons donc des thèmes chrétiens, des thèmes de l'Évangile, Bonne Nouvelle, nous rencontrerons à l'intérieur de Poisson soluble une scène qui se passe à Paris sur le boulevard Bonne Nouvelle. Le boulevard Bonne Nouvelle dans Nadja jouera un rôle fondamental. C'est sur le boulevard Bonne Nouvelle que Breton rencontrera Nadja, dont le prénom en russe est le commencement du mot espérance, mais n'en est que le commencement. Vous voyez tout ce qu'il y a sous cette bonne nouvelle. Eh bien, si nous nous souvenons des textes évangéliques, si nous nous souvenons un peu de notre histoire sainte, eh bien, le poisson, nous savons que le poisson y joue un rôle fondamental. Le poisson, en effet, chez les premiers chrétiens, vous le savez, est un signe. C'est un signe de la société secrète des premiers chrétiens. Ne pouvant proclamer leur appartenance à cette nouvelle secte, ils ont trouvé un signe secret. Ce signe secret, vous savez, que l'on trouve dans des catacombes, etc., ce signe secret, c'est un poisson.
Le poisson, c'est le symbole du chrétien. Le poisson, c'est le symbole du chrétien, entre autres choses, parce que, en grec, le mot poisson se dit ictus, hein, et ce sont les initiales d'une façon de nommer Jésus-Christ en grec. Hein. I, si vous voulez, Jésus, hein, Jésus, le qui ici, qui est l'initiale de Christos, ici le θ, qui est l'initiale du mot grec qui veut dire Dieu, hein, théos, ici c'est le génitif, hein, ici U, qui est l'initiale du mot grec qui veut dire fils, Jésus-Christ, fils de Dieu, et ici c'est le mot soter qui veut dire sauveur. Nous avons donc ici un acronyme, c'est-à-dire un mot qui est formé d'initiales d'autres mots. L'emploi très fréquent, donc, du signe du poisson, du sigle du poisson pour désigner le chrétien et pour désigner le Christ, trouve toutes sortes de corroborations à l'intérieur de l'Écriture. Prenez par exemple dans l'Ancien Testament l'histoire de Tobie, hein, qui pour rendre la vue à son père va prendre un poisson dans le fleuve, etc. Mais surtout, vous connaissez le rôle que jouent les poissons dans le miracle le plus spectaculaire, on peut dire, hein, le plus populaire de tout l'Évangile, qui est le miracle de la multiplication des pains. Hein, miracle de la multiplication des pains qui est aussi une multiplication des poissons. Alors, le poisson soluble que nous avons ici a un autre étage que les signes du zodiaque. Tout cela, ce sont des choses que l'on apprenait au catéchisme, que le petit Breton, par conséquent, connaissait fort bien. Il y a un autre étage qui est l'étage de l'identification, malgré lui, de Breton à un sauveur. C'est cette identification secrète qu'il y a chez lui au Christ, à un Christ, si vous voulez, renversé. Et je vous rappelle que dans le pamphlet Le cadavre, fait par les anciens surréalistes, Breton est représenté avec une couronne d'épines. Hein. Par conséquent, il y a là quelque chose qui tournait autour de lui et quelque chose qui est qu'il ressent comme profondément dangereux. Il y a bien en effet là quelque chose de dangereux, ce ne sont pas simplement des dangers littéraires, ce sont les dangers, si vous voulez, de la cohabitation avec les autres membres du groupe, ce sont les dangers que sa propre mythologie profonde risque de lui faire subir. Si nous suivons à l'intérieur des textes de poissons solubles, le thème des poissons. Hein, nous allons rencontrer de temps en temps des poissons. Mais nous allons rencontrer encore bien d'autres choses. Nous allons voir que ce terme soluble cache aussi quelque chose. C'est très important, en effet, que le poisson puisse retrouver son élément, et un élément dans lequel il va se dissoudre, se laver, pour pouvoir renaître autrement. Mais cet élément est en quelque sorte illuminé. Nous verrons à l'intérieur des champs magnétiques la grande importance qu'ont des mots qui commencent par cette syllabe « sol », en particulier du mot « soleil ». Et vous pourrez chercher d'autres mots qui commencent par sol. Nous voyons très souvent le mot soleil. Breton a toujours été considéré par ses amis à l'intérieur du groupe surréaliste comme une personnalité solaire. Et nous verrons dans Nadja que Nadja dit à Breton « tu es le soleil ». Et chaque fois que le soleil apparaît chez Breton, chaque fois qu'il laisse apparaître le soleil, c'est très souvent, nous avons des textes importants. Si vous avez lu L'Amour fou, par exemple, vous savez quelle importance considérable joue le poème qui s'appelle Tournesol. Tournesol, le nom de la fleur hein, qui se tourne vers le soleil et qu'on appelle aussi le soleil. Cette syllabe sol, nous allons la retrouver
non seulement dans le mot soleil, solaire, etc., le mot soleil qui paraîtra et dans son acception d'astre et dans son acception de fleur, mais nous allons la retrouver dans bien d'autres acceptions qui sont plus ou moins proches. Il y a toute une région qui s'illumine autour du soleil. En particulier, nous verrons dans le dernier texte de Poisson soluble apparaître une femme tout à fait fascinante sous le nom de Solange. Nous retrouverons le prénom de Solange dans Nadja, et Breton nous dira alors que Solange est de tous les prénoms féminins celui qu'il préfère, alors qu'il a toujours détesté le prénom Hélène. Il déteste aussi le prénom Violette, mais il adore le prénom Solange. Eh bien, à la fin, nous verrons apparaître Solange, et nous verrons apparaître autour de Solange et autour du soleil, vous allez voir apparaître toutes sortes d'anges. Il y a encore un autre mot que je veux tout de suite mettre à votre disposition ici, c'est le mot solitaire. Le mot solitaire qui a toutes sortes de significations et en particulier dans Poisson soluble qui va nous évoquer la pierre précieuse, le diamant solitaire. Un solitaire, cela veut dire un diamant. Et nous avons déjà vu Breton apparaître dans les champs magnétiques comme un voleur de bijoux, comme un homme avec les mains couvertes de bijoux. Eh bien, nous verrons ici le diamant, et en particulier un diamant vert, jouer un grand rôle à l'intérieur d'un des poèmes de Poisson soluble. Alors, nous avons donc ici la syllabe sol, si vous voulez, qui, empruntée à l'expression générale poison soluble, nous allons avoir cette syllabe qui va recevoir un traitement considérable. Et il y a encore ici quelque chose qui ne se dissout pas tout de suite, si vous voulez, à l'intérieur de notre interprétation, mais nous allons retrouver tous ces mots et tout ce qui va tourner autour de ces mots va être très souvent lié à la couleur bleue à l'intérieur de Poisson soluble. Cette couleur bleue, vous voyez, c'est l'anagramme de ce que nous avons ici. Cette couleur bleue joue un rôle qui est extrêmement important. Elle est, je peux vous le dire tout de suite, elle est la couleur évidemment du ciel, mais elle est surtout la couleur de la mer. Et de la mer dans différentes orthographes. Maintenant, regardons quelles sont les différences générales de style, de thème entre les champs magnétiques et puis Poisson soluble. Poisson soluble est formé de 32 textes. À la lumière de la pensée tardive de Breton, ce chiffre 32 est déjà significatif. En effet, le chiffre 32 joue un rôle absolument fondamental dans la pensée de Charles Fourier, du grand utopiste du début du XIXe siècle, pour lequel Breton va se passionner à partir de son séjour aux États-Unis, et qu'il connaît quelque peu avant, mais qu'il connaît évidemment seulement d'une façon vague. Alors que dans les champs magnétiques, les différents chapitres ont des titres, ici nous n'avons pas un seul titre. Et nous savons, en ce qui concerne les champs magnétiques, nous savons maintenant avec précision, les différences de vitesse ou les différences de tempo, si vous voulez, qu'il y a à l'intérieur, qu'il y a entre les mouvements de cette symphonie littéraire. Ici, rien ne nous annonce cela. On peut penser même que Breton a voulu avoir la voix surréaliste dans son débit le plus naturel, qu'il cherchait à ce moment-là autre chose. Ceci dit, musicalement, par rapport au champ magnétique, Poisson soluble est à bien des égards beaucoup plus riche. La longueur des phrases est beaucoup plus variée, sans qu'il y ait alors dans Poisson soluble la moindre phrase nominale, mais nous avons certaines phrases sont beaucoup plus longues que celles que nous avions dans les champs magnétiques, et la musique
de la phrase est beaucoup plus souple, beaucoup plus varié. Dans Poisson soluble, nous allons trouver quelquefois de longues phrases et nous allons avoir à l'intérieur de certains textes des phénomènes de refrain qui vont jouer un rôle très important. Ces phénomènes de refrain sont évidemment ce qui remplace dans la pratique de Breton, ce refrain auquel on revient, c'est ce qui remplace le recours au thème général annoncé par le titre, le sujet, comme dans le poème, dans le chapitre des champs magnétiques que nous avons vu, un tout petit peu plus longuement que les autres, le chapitre Saison, dans lequel le titre nous donne une succession de stations, si vous voulez, printemps, été, automne, hiver. Lorsqu'on ne sait plus très bien quoi parler, on va passer à l'autre station. Cette succession de stations étant reliée à une structure parallèle avec laquelle le texte va jouer. Le texte va sauter d'une ligne à l'autre, si vous voulez, d'une parallèle à l'autre, d'un rail à l'autre. Cet autre rail, cette autre structure étant les âges de la vie, enfance, jeunesse, maturité, vieillesse. Eh bien, ici, nous allons voir des mots ou des phrases entières, des refrains qui vont organiser le texte, qui vont lui donner par conséquent une prosodie interne extrêmement forte, et le texte va en prendre une puissance poétique, je crois, beaucoup plus grande encore que celle qu'il y avait dans les champs magnétiques. Maintenant, la grande différence, c'est la conscience que Breton a pris de ce qui s'était passé dans les champs magnétiques. Pendant 5 ans, il a réfléchi, il a essayé de théoriser. Et il a écrit, au moment où il écrit en tous les cas les derniers textes de Poisson soluble, il est en train de mettre au point le manifeste du surréalisme. Alors, l'écriture automatique dans les champs magnétiques est quelque chose qui se tient tout seul. Mais au moment où Breton écrit Poisson soluble, dans l'activité surréaliste, l'écriture automatique est mise en relation avec 2 autres activités fondamentales. Premièrement, avec le récit de rêve. Ainsi, Breton publie, vous trouverez dans Clair de terre, par exemple, vous trouverez 5 récits de rêve de Breton. Récits de rêve qui empruntent leur modèle aux rêves racontés dans la science des rêves de Freud. Et dans la révolution surréaliste, les surréalistes publient non seulement des textes automatiques, mais ils publient aussi des récits des rêves. Cela fait partie, si vous voulez, de la prière quotidienne ou de l'anti-prière quotidienne du jeune surréaliste. Deuxièmement, ou plutôt troisième activité, nous avons l'activité médiumnique. C'est ce qu'on trouve, c'est ce qui est raconté en particulier dans le texte intitulé « Entrée des médiums ». Comme les médiums, par exemple les tables tournantes de Guernsey, produisent des textes surprenants et qui ressemblent à bien des égards aux textes automatiques dont parle Breton, les surréalistes vont faire une exploration de la médiumnité. Ils vont faire comme s'ils faisaient tourner les tables, mais en laissant complètement de côté la question de savoir s'ils vont y croire ou s'ils ne vont pas y croire. Mais vous voyez que le texte automatique maintenant a le texte surréaliste plutôt a 2 autres faces. Et le texte automatique est considéré comme un texte qui non seulement ressemble à un poème, aux anciens poèmes que l'on faisait avant la guerre, mais c'est un texte qui ressemble à un récit de rêve et qui va prendre dans sa forme un certain nombre des procédés du récit de rêve.
En particulier, le procédé qui consiste à souligner des lacunes, qui consiste à dire « là, je ne sais plus ce qui s'est passé ». Je vais vous donner un exemple tout à fait caractéristique de ces procédés du récit de rêve. C'est dans le premier des poèmes de Poisson soluble. La divinité du lieu chancela, l'ayant reçue dans mes bras toute bruissante, je portais mes lèvres à sa gorge sans mot dire. Ce qui se passe ensuite m'échappe presque entièrement. Je ne nous retrouve que plus tard, elle dans une toilette terriblement vive qui la fait ressembler à un engrenage dans une machine toute neuve, moi terré autant que possible dans cet habit noir impeccable que depuis je ne quitte plus. Vous voyez, ce qui se passe ensuite m'échappe presque complètement, je ne nous retrouve que plus tard. Ce sont des formules qui sont absolument caractéristiques du récit de rêve et qui introduisent d'ailleurs à l'intérieur du texte automatique une impression très forte de dédoublement du sujet. Il y a à l'intérieur du texte un sujet qui en surveille un autre. Il y a celui qui est l'acteur et puis celui qui est le narrateur. Alors, l'écriture automatique apparaît à partir, depuis plusieurs années donc, apparaît comme une écriture de rêve. L'écriture automatique nous permet non seulement de produire un certain texte, mais il nous permet de rêver les yeux ouverts, de retrouver le jour l'émerveillement que nous donnent les rêves de la nuit. Et c'est une écriture qui nous permet de rejoindre le rêve, mais c'est en même temps une écriture de rêve. Écrire des textes automatiques, selon Breton, pour Breton, c'est écrire comme on rêve. Et il voudra à ce moment, très rapidement avoir une vie rêvée. Donc, vivre comme on rêve. Et nous verrons avec Nadja ce que cela pourra signifier précisément. L'écriture automatique, ce sera écrire comme on rêve. L'écriture automatique, pour Breton, ce n'est pas seulement une façon de raconter des rêves, mais c'est écrire comme il rêvait d'écrire. Lui qui avait tellement de difficultés à écrire, lui qui avait mis 6 mois à écrire le poème Forêt Noire en travaillant énormément. Et le poème, le texte automatique, est considéré comme équivalent des révélations des médiums. Ceci est extrêmement important parce que le texte automatique est ainsi mis en relation avec la superstition, l'occultisme par conséquent, la superstition moderne, spiritisme, voyante, etc. Et à travers toute cette superstition moderne, des superstitions plus anciennes. Les sorcières d'aujourd'hui donnent la main aux sorcières d'hier. Les mages d'aujourd'hui réveillent les mages d'hier. Ainsi, si vous voulez, le thème de... C'est ici qu'arrive le thème de la merveille, du merveilleux à l'intérieur du surréalisme. Et ce merveilleux, évidemment, a un côté moderne. Ce sont des miracles qui vont se produire à l'intérieur du temps présent. Mais ces miracles pourront être considérés souvent comme une résurgence de choses anciennes que l'on croyait avoir abolies. Donc, c'est exactement le sens du terme superstition. Ainsi, vont apparaître d'une façon bien plus claire que dans les champs magnétiques, vont apparaître les fantômes. Les fantômes dont parlent les spirites, les fantômes dont parlent les tables tournantes, mais aussi les fantômes dont parlent les romans noirs de la fin du XVIIIe siècle ou les contes romantiques, et les fantômes, les sorciers, les enchanteurs, etc., dont parlent les contes de fées. Alors, l'écriture automatique
va donc explorer de plus en plus sa liaison avec les autres formes de merveilleux. Le merveilleux, au sens littéraire, c'est tout ce qui, dans la littérature, se détache de la vie quotidienne. Et vous savez que pour nos classiques, pour quelqu'un comme Boileau, le merveilleux antique était tout à fait indispensable à la littérature, mais qu'il condamnait le merveilleux chrétien. Par exemple, ce que l'on trouvait dans les romans de chevalerie ou dans les grands Italiens du XVIe siècle, l'Arioste ou le Tasse. Avec le romantisme, surtout avec Chateaubriand, nous avons une rentrée en force du merveilleux chrétien, puis du merveilleux des superstitions. Eh bien, avec Breton, c'est ce merveilleux des superstitions qui est le plus important. Les histoires, donc, de fantômes modernes ou anciennes, et toutes les légendes et tous les mythes vont être reliés à l'écriture automatique idéalement. L'écriture automatique, c'est une façon donc pour Breton de retrouver l'enfance, et en particulier de retrouver son enfance, d'où le thème fondamental des souvenirs d'enfance à l'intérieur des champs magnétiques, mais c'est aussi une façon, si vous voulez, de retrouver l'enfance de l'humanité. C'est une façon de retrouver ce tissu narratif qui est à l'origine des mythes, des contes et des légendes. Cette prise de conscience va donner au texte de Poisson soluble une couleur historique toute différente de celle des textes des champs magnétiques. Dans les textes des champs magnétiques, nous avons, disons, un pittoresque contemporain. Nous avons bien un peu de merveilleux, mais ce merveilleux est surtout moderne. Nous avons bien vu des fantômes passer à travers les champs magnétiques, et en particulier le fantôme de Jacques Vacher. Mais nous n'avons pas vu, ou presque pas, le mot fantôme, tandis que les textes de Poisson soluble seront remplis du mot fantôme. Et de l'endroit où habitent les fantômes, c'est-à-dire des châteaux en ruine, des châteaux hantés. Nous trouverons des quantités de châteaux, de parcs, de forêts à l'intérieur de Poisson soluble. Et il y a deux époques en particulier qui vont arriver en résonance, on peut dire, avec le XXe siècle, deux époques de merveilleux qui jouent un rôle de relais par rapport au thème fondamental qui apparaît dans ce texte, le thème évidemment du paradis perdu. Ces deux époques qui entrent en résonance avec l'époque moderne grâce à la pratique surréaliste, c'est d'une part le Moyen-Âge, et nous allons le voir, cela peut être même des légendes chrétiennes du Moyen-Âge. Et c'est une époque, il y a dans ce Moyen-Âge une époque qui est privilégiée. Il y a un Moyen-Âge qui est plus merveilleux encore que les autres époques. Pour Breton, c'est le XIVe siècle. Et puis il y a une autre époque qui joue un rôle de figure du paradis. Cette autre époque, c'est le XVIIIe siècle, la fin du XVIIIe siècle, le crépuscule de l'Ancien Régime. Eh bien, si nous lisons le début des champs magnétiques, les débuts de Poisson soluble, nous allons trouver toutes sortes de thèmes qui vont correspondre à ce que je viens de dire. Le récit de rêve, le sentiment du rêve, le rôle fondamental du mot rêve, et surtout le merveilleux. Le merveilleux, ou comme dit souvent Breton, la merveille. Et cette expression, la merveille, est évidemment très significative, surtout après tout ce que nous avons dit sur le rôle du titre Poisson soluble. Ce bocal d'eau à l'intérieur duquel le petit poisson va renaître. Ce bocal d'eau à l'intérieur duquel le petit poisson naît, ou peut naître, cela évoque évidemment quelque chose.
hein. C'est n'importe qui, un tout petit peu frotté de psychanalyse, vous dira que c'est l'évocation de la vie intra-utérine du liquide amniotique, que c'est l'évocation de la mère. Alors, nous avons déjà vu que nous avons en français une métaphore absolument fondamentale entre ces deux termes. Elle joue aussi fortement chez Breton que chez Proust. Et lorsque je parle de la mère, lorsque je parle de la merveille, vous voyez que nous avons le mot mère à l'intérieur de merveille et que je peux interpréter l'expression la merveille d'une façon tout à fait maternelle, et nous avons l'enfant qui va retrouver une mère perdue et qui va transformer la mère réelle en une mère artificielle, une mère idéale, hein, qui va pouvoir enfin veiller sur lui, alors que la mère d'autrefois est toujours plus ou moins pensée par le poète comme une mère qui l'a abandonnée. Parmi les thèmes fondamentaux que nous allons trouver, je reviendrai demain là-dessus, à l'intérieur de Poissons solubles, et qui différencie profondément Poissons solubles des champs magnétiques au point de vue thématique, eh bien, il y a le thème de la femme et le thème de l'amour. On peut dire que la femme est présente à toutes les pages de Poissons solubles, alors que dans les champs magnétiques, nous l'avons vu, ce qui est présent surtout, c'est l'amitié. Il y a bien encore dans Poissons solubles le thème de l'amitié, et nous verrons encore paraître le fantôme de Jacques Vacher. Il y a même dans certains des recoins les plus secrets de Poissons solubles, il y a, disons, le thème d'une amitié amoureuse. Il y a le thème d'une homosexualité masculine que Breton, dans sa vie publique, dans sa vie diurne, refoulait absolument. Mais nous avons déjà vu que les auteurs du Cadavre disent de lui « nous l'aimions comme on aime une femme ». Et pourtant, en même temps, il a toujours paru au milieu du groupe surréaliste comme une espèce d'élément masculin fondamental, comme l'homme par excellence, le père de tous ses frères, le grand frère aîné, et puis ensuite le père de tous les jeunes qui vont arriver par la suite. Alors, à l'intérieur de Poissons solubles, nous avons véritablement une découverte et une exploration de la femme. De la femme qui va être une sorte de relais, n'est-ce pas, entre une mère ancienne quittée et puis une mère nouvelle à l'intérieur de laquelle on va pouvoir renaître. L'amante prendra le relais de la mère. Eh bien, regardons déjà l'ouverture de Poissons solubles et nous verrons un certain nombre de ces thèmes apparaître. Le parc à cette heure étendait ses mains blondes au-dessus de la fontaine magique. Un château sans signification roulait à la surface de la terre. Près de Dieu, le cahier de ce château était ouvert sur un dessin d'ombre, de plumes, d'iris. Au baiser de la jeune veuve, c'était le nom de l'auberge, caressé par la vitesse de l'automobile et par les suspensions d'herbes horizontales. La veuve va jouer un rôle assez important dans les champs magnétiques. Il y a un très beau texte à la gloire de la femme, et dans lequel la femme est désignée par ce mot de veuve, ce qui est évidemment très singulier. La veuve, c'est la femme qui a perdu son mari. Au baiser de la jeune veuve, si vous voulez, c'est une manifestation, c'est une réalisation du complexe d'Oedipe. La mère est veuve, elle a perdu son mari, le père est tué, et cet acte la rajeunit. Pour réussir à la trouver véritablement, il faut bien sûr que ce soit une autre femme, que ce soit l'héritière, si vous voulez, l'héritière mystérieuse et merveilleuse de la femme ancienne. Cette
Le fantôme entre sur la pointe des pieds. Il inspecte rapidement la tour et descend l'escalier triangulaire. Et un peu plus loin, une femme chante à la fenêtre de ce château du XIVe siècle. Dans ses rêves, il y a des noyers noirs. Je ne la connais pas encore parce que le fantôme fait trop le beau temps autour de lui. La nuit est venue tout d'un coup comme une grande rosace de fleurs retournée sur nos têtes. Eh bien, je vais terminer en vous lisant un des textes que je trouve les plus beaux et qui est un texte dans lequel l'atmosphère du Moyen-Âge, l'atmosphère de la légende dorée, si j'ose dire, apparaît d'une façon très puissante. Sur la montagne Sainte-Geneviève, il existe un large abreuvoir où viennent se rafraîchir à la nuit tombée tout ce que Paris compte encore de bêtes troublantes, de plantes à surprise. Vous le croiriez desséché si, en examinant les choses de plus près, vous ne voyez glisser capricieusement sur la pierre un petit filet rouge que rien ne peut tarir. Quel sang précieux continue donc à couler en cet endroit que les plumes, les duvets, les poils blancs, les feuilles déchlorophyllées qu'il longe détournent de son but apparent. Quelle princesse de sang royal se consacre ainsi, après sa disparition, à l'entretien de ce qu'il y a de plus souverainement tendre dans la faune et la flore de ce pays? Quelle sainte au tablier de rose a fait couler cet extrait divin dans les veines de la pierre? Chaque soir, le merveilleux moulage, plus beau qu'un saint, s'ouvre à des lèvres nouvelles, et la vertu désaltérante du sang de rose se communique à tout le ciel environnant, pendant que sur une borne grelotte un jeune enfant qui compte les étoiles. Tout à l'heure, il reconduira son troupeau au crin millénaire, depuis le Sagittaire ou flèche d'eau qui a 3 mains, l'une pour extraire, l'autre pour caresser, l'autre pour ombrager ou pour diriger, depuis le Sagittaire de mes jours jusqu'au chien d'Alsace qui a un œil bleu et un œil jaune, le chien des anaglyphes de mes rêves, le fidèle compagnon des marées. Vous avez reconnu au passage une des vies de saintes de la légende dorée, c'est la vie de sainte Élisabeth de Hongrie, n'est-ce pas, avec le miracle des roses qu'elle a dans son tablier. Et d'autre part, vous reconnaissez aussi un thème que nous allons trouver très souvent à l'intérieur de Poissons solubles et que nous allons retrouver aussi dans l'œuvre de Breton, mais naturellement d'une façon secrète ou refoulée. C'est le thème de Noël, c'est le thème de la naissance de l'enfant sauveur. Cet enfant sauveur qui sera à la fois l'enfant de la crèche, l'enfant de la nuit, et qui sera en même temps l'amour, si vous voulez, qui sera le personnage d'Eros. Pour l'instant, nous nageons dans l'aquarium de Poissons solubles. Je vous ai dit qu'une des grandes différences une des nombreuses différences entre les champs magnétiques et Poissons solubles, c'est, si vous voulez, la dimension historique qui se trouve à l'intérieur de Poissons solubles. Alors que dans les champs magnétiques, nous voyons avant tout l'époque contemporaine, même si elle est éclairée par des souvenirs d'enfance et de jeunesse. À l'intérieur de Poissons solubles, nous voyons d'autres époques qui résonnent avec l'époque contemporaine. Et nous avons déjà vu la présence du Moyen-Âge. La présence du Moyen-Âge, je vous ai lu ce conte sur la montagne Sainte-Geneviève avec la transformation avec cette espèce de miracle des roses qui y apparaît. Le Moyen-Âge qui apparaît comme l'époque d'un certain merveilleux, en particulier le merveilleux des châteaux hantés, de l'alchimie, etc. Et le XIVe siècle apparaissant comme le moment le plus attirant
pour Breton. Cette attirance trouvera son incarnation, en quelque sorte, dans la figure de Nicolas Flamel, qui apparaîtra, l'alchimiste Nicolas Flamel, qui apparaîtra dans le second manifeste du surréalisme et qui apparaîtra aussi dans l'importance considérable que prendra un monument de Paris, la Tour Saint-Jacques. Nous verrons sans doute dans L'Amour fou le rôle que joue ce monument. Et puis il y a une autre époque qui joue un rôle très important. Cette autre époque, elle est peut-être moins apparente au premier abord. Cette autre époque, c'est le XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle qui apparaît comme un moment privilégié à la fois à cause du rôle qu'il joue dans les représentations érotiques en France. Une espèce de paradis l'Ancien Régime apparaissant comme une sorte de paradis au moins pour quelques-uns, et dans lequel la femme a un certain rôle. Et puis, le XVIIIe siècle, c'est aussi la veille de la Révolution. Et le mot révolution va prendre de plus en plus d'importance dans la pensée des surréalistes. Vous savez que avec le manifeste du surréalisme va commencer l'apparition d'une revue qui s'appellera La Révolution surréaliste et qu'ensuite nous aurons le surréalisme au service de la Révolution et ainsi de suite. Le mot révolution est lié à toute une famille de mots chez Breton très importants. Nous avons vu dans Poisson soluble les mots qui se trouvent autour de la syllabe sol. Mais il y a un autre groupe de mots très important, ce sont les mots qui sont autour d'un mot clé, un mot qui a pris entre les champs magnétiques et Poisson soluble un rôle fondamental, c'est le mot rêve. Autour du mot rêve, il y a toute une famille de mots que nous pouvons développer. Par exemple, lorsque nous verrons le second grand texte autobiographique de Breton qui s'appelle Les Vases communicants, nous verrons que ce texte est organisé en 3 parties. La première que nous pouvons relier par cette syllabe. La première partie, c'est sur le rêve. La dernière partie, c'est sur la révolution. Et nous pouvons très bien dire que la seconde partie, qui raconte des aventures amoureuses, est sous le signe de la révélation. Alors, le mot rêve joue un rôle de clé et l'écriture automatique, écriture de rêve, va être en même temps la possibilité, l'occasion et l'expression d'une révolution. Ce mot révolution va peu à peu développer toutes ses significations. Une révolution qui n'est pas seulement une révolution littéraire, mais qui est également une révolution politique et une révolution mentale, mais une révolution politique au sens le plus concret. Eh bien, d'abord, nous allons regarder le XVIIIe siècle. Nous allons voir apparaître le XVIIIe siècle dans Poisson soluble. Le XVIIIe siècle, cette veille de la Révolution, cette veille de la Révolution qui est symbolisée avant tout pour Breton par un peintre, un des peintres qu'il admire le plus, ce qui est très surprenant au premier abord. Un peintre sur lequel il reviendra plusieurs fois, c'est Watteau. Et en particulier, Watteau est pour lui le peintre par excellence de la rencontre amoureuse. Ceci autour de son tableau, un de ses tableaux les plus connus bien sûr, qui est l'Embarquement pour Cythère, qui existe en 2 versions différentes, vous savez, une au Louvre et une à Berlin. Voici ce texte 18e.
Les personnages de la comédie, vous verrez que l'art de Watteau est présent d'un bout à l'autre du texte. On peut presque mettre à chaque ligne le nom d'un tableau. Les personnages de la comédie se rassemblent sous un porche. L'ingénu aux accroche-cœurs de chèvrefeuille, la duègne, le chevalier de cire et l'enfant traître. Par-dessus les ruisseaux qui sont des estampes galantes, les jupes s'envolent, à moins que des bras pareils à ceux d'Achille ne s'offrent aux belles à leur faire traverser les ruelles. Le départ des corvettes qui emportent l'or et les étoffes imprimées est sonné maintes fois dans le petit port. Le charmant groseillier en fleurs, qui est un fermier général, étend lentement les bras sur sa couche. Près de lui, son épée est une libellule bleue. Quand il marche, prisonnier des grâces, les chevaux ailés qui piaffent dans son écurie semblent prêts à s'élancer dans les directions les plus folles. Pendant ce temps, les baladins se reprochent leur ombre rose. Ils élèvent au soleil leurs singes favoris aux manchettes de papillons. Au loin, on aperçoit un incendie dans lequel sombrent de grandes grilles. C'est que les forêts qui s'étendent à perte de vue sont en feu, et les rires des femmes apparaissent comme des buissons de gui sur les arbres du canal. Les stalactites de la nuit, de toutes couleurs, ravivent encore l'éclat des flammes versitaires, et la rosée, qui agrafe lentement son collier aux épaules des plantes, est un prisme merveilleux pour la fin du siècle des siècles. Les voleurs, ce sont des musiciens immobiles contre le mur de l'église, depuis qu'aux instruments de leur profession se sont trouvés mêlés des viols, des guitares et des flûtes. Un lévrier doré fait le mort dans chacune des salles du château. Rien n'a chance d'arracher le temps à son vol, puisque les mêmes nuages que la veille se rendent à la mer qui bout. Sur les remparts de la ville, une compagnie de chevaux légers, que caressaient les grisailles du soir, corsets et côtes de mailles, va s'embusquer au fond de l'eau. Nous avons ici un texte qui a la caractéristique de rester tout le temps à la même époque. Le vocabulaire, l'imagerie reste entièrement dans le XVIIIe siècle. Ceci est assez rare. En général, les textes de Poisson soluble se promènent d'un siècle à un autre, se promènent d'une ligne à une autre. Ce n'est pas un récit linéaire, ce sont des structures qui sont superposées les unes aux autres. Si vous voulez, c'est un champ magnétique. Époque, par exemple, époque contemporaine, XVIIIe siècle, Moyen Âge. Et le texte va passer, au lieu de rester sur le même fil, ou de rester sur la même ligne, le texte va passer d'une ligne de force à une autre. Et va passer d'une ligne de force à une autre par l'intermédiaire d'un mot qui va pouvoir changer de sens. Un mot qui saute d'un champ de signification à un autre. Nous pouvons interpréter les textes automatiques de cette façon-là. Le texte se promène à l'intérieur d'un espace qu'il révèle. À la fin de ce texte, j'aperçois sur les remparts de la ville une compagnie de chevaux légers qui va s'embusquer au fond de l'eau. Ce sont des chevaux légers. Vous savez qu'un chevau léger, c'était une sorte de cavalier de l'époque. Ce chevau léger va se promener dans l'eau. C'est-à-dire que ce chevau léger va devenir un poisson qui va entrer à l'intérieur de cette eau qui remplit l'aquarium qu'est le livre lui-même. Et nous avons déjà vu que la seconde grande différence entre les champs magnétiques, une des grandes différences entre les champs magnétiques et Poisson soluble, c'est le rôle beaucoup plus grand que joue la femme à l'intérieur de Poisson soluble.
La femme, notamment, dans le rôle maternel, hein, et nous avons déjà vu la liaison qu'il y avait grâce au mot mère, ou à la syllabe mère, qui est par excellence un de ces mots aiguillages dont je parle ici, la liaison étroite qu'il y a entre l'eau et la femme à l'intérieur de ce texte. Mais nous avons deux sortes d'eau, si vous voulez. Nous avons une eau âgée, la mère, et nous avons une eau jeune, la jeune femme que l'on va rencontrer, le début de l'eau, le début d'une femme. Et cette jeune femme deviendra dans les textes tardifs de Breton ce qu'il appelle le mythe de la femme enfant. Alors, nous allons maintenant explorer un peu cette liaison entre la femme et l'eau, le rôle que joue l'eau et la façon dont la femme se déploie, se manifeste à l'intérieur de Poissons solubles. Au début du groupe surréaliste, il y avait encore quelque chose de très joueur chez ces jeunes gens. Alors ils se sont donnés les uns aux autres des surnoms. Eh bien, Breton, dans le premier groupe surréaliste, et on va retrouver ça dans des textes bien plus tardifs, bien sûr, Breton avait un surnom. Par exemple, Éluard était nommé la nourrice des étoiles. Max Ernst était nommé l'Oplop, le supérieur des oiseaux. Eh bien, Breton, lui, était nommé le ver d'eau dans la tempête. Alors, nous avons déjà vu que dans Poissons solubles, nous avons l'utilisation de chaînes verbales, hein, des expressions courantes, comme dans tous les textes surréalistes, nous avons l'utilisation de lieux communs, c'est-à-dire des suites de mots qui forment véritablement des rails. Quand on commence, eh bien, on va dire les mots qui vont suivre. Que ces lieux communs sont quelquefois légèrement dénaturés par un lapsus. Par exemple, au lieu de poison soluble, nous avons poisson soluble. Dans certains cas, hein, ou bien nous pouvons avoir un mot qui est transformé par un calembour. Nous avons vu le caméléon qui va être divisé en deux mots. Mais nous avons aussi, et ceci surtout à partir de cette époque-là, la possibilité, disons, nous avons des phénomènes de renversement, des mots, des expressions qui sont vus à l'envers. Par exemple, il y a tout un texte de Poissons solubles qui nous raconte une histoire charmante qui nous raconte l'histoire d'une grande guêpe qui se promène dans Paris. Eh bien, vous connaissez tous l'expression courante au début du XXe siècle pour parler d'une jeune fille fort attirante à cette époque-là, de dire une jeune fille à taille de guêpe. Eh bien, dans le texte de ce chapitre, on voit très bien que cette expression courante, la jeune fille à taille de guêpe, est l'origine même de toute l'histoire. Dans son renversement, on va voir, hein, au détour d'une phrase, nous rencontrerons une guêpe à taille de jeune fille. Eh bien, de même, le verre d'eau dans la tempête, c'est, vous le reconnaissez bien, le renversement d'une expression tout à fait courante. C'est quand on dit de quelque chose, hein, ça a fait beaucoup de bruit, mais ce n'était rien en réalité, on dit c'est une tempête dans un verre d'eau. Eh bien, ici, nous avons le renversement, le verre d'eau dans la tempête. La tempête, ça pourra être la révolution, hein, et par exemple, toutes les agitations du surréalisme, et Breton, c'est le verre d'eau qui reste calme au milieu de cette tempête. Nous avons donc, dans le verre d'eau dans la tempête, le verre d'eau qui reste calme et clair au milieu de la révolution. Nous avons un premier renversement, mais nous avons un second renversement
qui nous apparaît très très vite. C'est le renversement à partir de ce mot-là. Le vers, c'est le renversement, c'est un renversement du mot rêve. Et le vers, avec sous toutes ses formes, va être un des échangeurs. Si nous considérons ceci, ce champ magnétique, comme un ensemble d'autoroutes, de routes ou d'autoroutes, nous avons des échangeurs qui permettent de passer d'une route à une autre, d'une ligne de force à une autre. Eh bien, nous avons certains mots qui vont organiser cela. Certains mots, naturellement, que nous prenons en général dans un seul sens, mais que l'écriture automatique va nous faire prendre, justement, dans des sens qui varient. Et nous allons pouvoir, grâce à l'écriture automatique, faire une exploration du langage que Breton a interprété d'une certaine façon, mais que nous pouvons interpréter aujourd'hui de façon tout à fait différente. Alors, rêve va se renverser en rêve. Et le vers, pour Breton, est une matière de rêve, si vous voulez. Le vers, ce sera l'aquarium qui contiendra de l'eau. Le poisson soluble est à l'intérieur d'un verre d'eau. Et nous pouvons continuer lorsqu'une mère qui veille veut que son enfant reste tranquille, elle utilisera deux impératifs. Elle lui dira « dors ». Elle lui dira « dors », elle lui dira « fais de beaux rêves ». Alors, vous pouvez très bien avoir ces deux syllabes aussi obsessionnelles que possible pour l'enfant, n'est-ce pas? Dors, rêve, dors, rêve. Verre d'eau. Le verre d'eau à l'intérieur de la tempête. Et dors, rêve peut se renverser encore en rêve d'or, le rêve doré, etc. Et tout cela va pouvoir donner naissance à des familles d'images. Nous avons des mots qui sont considérés par Breton, qui sont ressentis par Breton comme particulièrement poétiques, parce que ces mots sont des révélateurs. Et ce sont des révélateurs parce que lorsque nous allons les prendre dans l'ensemble de leur signification, eh bien, nous allons pouvoir passer d'une couche à une autre, si vous voulez, de la géologie même de notre esprit, de notre langage, de notre société, etc. Alors, d'habitude, nous laissons complètement de côté. Lorsqu'on dit rêve d'or, eh bien, c'est la demi-conscience de l'enfant qui s'endort, qui va sentir le rêve d'or, n'est-ce pas? Vous savez que l'expression un rêve d'or, c'est aussi une expression tout à fait courante, qu'il y a d'innombrables chansons sur ce thème encore aujourd'hui, et ainsi de suite. De même, les renversements que nous avons sont des renversements que nous chassons d'habitude. La pratique de l'écriture automatique va justement nous amener à entendre, à réentendre le mot léon dans caméléon, à réentendre le mot rêve dans révolution ou dans révélation. Alors, le verre d'eau, donc, le verre d'eau va naître tout naturellement du rêve, de la situation de l'endormissement. Et ainsi, le verre d'eau, c'est encore une des images de la mer. C'est d'une mer idéale complètement rajeunie. La jeune mer, nous avons parlé hier de cette enseigne d'auberge au baiser de la jeune veuve. La jeune mère, l'eau,
ou la mer complètement rajeunie. Ce sera l'eau qui est encore toute transparente, n'est-ce pas? L'eau qui surgit de la terre. C'est donc la jeune mer ou la femme rajeunie, en opposition à la mer ancienne que l'on va chercher à quitter, va se manifester dans Poisson soluble par l'image de la source. Et la jeune fille va être identifiée à une source. Eh bien, c'est là l'origine d'un très beau texte que je vais vous lire. Entre la source. La source a parcouru la ville à la recherche d'un peu d'ombre. Elle n'a pas trouvé ce qu'il lui fallait. Elle se plaint tout en racontant ce qu'elle a vu. Elle a vu le soleil des lampes, plus touchant que l'autre, il est vrai. Elle a chanté un ou deux airs à la terrasse d'un café et on lui a jeté de lourdes fleurs jaunes et blanches. Elle a ramené ses cheveux sur son visage, mais leur parfum était si fort. Elle n'est que trop portée à s'endormir. Est-il bien nécessaire qu'elle couche à la belle étoile parmi ses colliers d'insectes, ses bracelets de verre? La source rit doucement. Elle n'a pas senti ma main se poser sur elle. Elle se courbe insensiblement sous ma main, pensant aux oiseaux qui ne veulent savoir d'elle que sa fraîcheur. Qu'elle prenne garde. Je suis capable de l'entraîner bien ailleurs, là où il n'y a plus ni ville ni campagne. Un beau mannequin présentera cet hiver aux élégantes la robe du mirage. Et savez-vous qui fera triompher l'adorable création? Mais la source, bien sûr. La source que j'entraîne sans difficulté dans ces parages où mes idées reculent au-delà du possible, au-delà même des sables inorganiques où les Touaregs, d'origine moins obscure que moi, se contentent d'une vie nomade parmi leurs femmes excessivement parées. La source, elle est tout ce qui passe de moi dans le tournoiement des feuilles qui veillent là-haut, au-dessus de mes idées mouvantes, que le moindre courant d'air déplace. Elle est l'arbre que la cognée attaque sans cesse, elle saigne dans le soleil et elle est le miroir de mes mots. La source, donc, c'est l'eau jeune, c'est la jeune femme, et la rencontre de la source dans la rue, ce sera véritablement le grand rajeunissement. La source, ici, est présentée comme la fontaine de jouvence. Mais dans cette fontaine de jouvence, on va plonger. Et nous allons avoir évidemment des réflexions dans Poisson soluble, c'est-à-dire que nous allons avoir des voyages à l'intérieur de l'eau. Nous venons de voir les chevaux légers qui descendent sous les eaux. Les chevaux légers, ce sont des chevaliers du XVIIIe siècle. Mais bien sûr, nous allons pouvoir avoir d'autres chevaliers. Des chevaliers qui sont les chevaliers des temps modernes et qui sont lancés dans une quête extraordinaire. Des chevaliers qui sont au milieu de la forêt des erreurs et qui demandent l'entrée dans de beaux châteaux. Nous savons déjà que le château, c'est un mythe qui se développe considérablement dans l'imagination de Breton dès cette époque. Vous voyez que le groupe surréaliste autour de la table de son café se projette dans le Moyen-Âge comme les chevaliers de la table ronde. Et les chevaliers ils se projettent d'autant plus comme chevaliers de la table ronde que l'on appelle les textes dans lesquels apparaissent les chevaliers de la table ronde comme des romans bretons, comme la matière de Bretagne. Eh bien, nous allons voir les chevaliers de la table ronde. Et ces chevaliers de la table ronde vont avoir une cuirasse comme celle que nous avons déjà vue sur ce chevalier surprenant, solitaire, sur le cow-boy de France, sur Jacques Vacher, dont la grande qualité était d'avoir une armure qui était comme une armure de cristal. L'armure, voilà, qui caractérise le chevalier. Mais si ça peut être une armure transparente, le chevalier devient un chevalier aquatique. Le chevalier va descendre au fond des eaux et va découvrir une nouvelle existence
une existence dans laquelle les choses se renversent. Un certain nombre de choses peuvent se renverser. Dans un des textes de Rimbaud, dans l'Alchimie du Verbe, qui se trouve dans la Saison en Enfer, Rimbaud évoque un certain nombre de ses visions, et en particulier une qui intéresse particulièrement Breton, et qui il parle d'un salon au fond d'un lac. Eh bien, nous allons descendre dans le salon au fond d'un lac. Vous connaissez tous cette expression courante, avoir un cadavre dans son placard ou un squelette dans son placard. C'est de là que part le texte. Et puis le cadavre, le squelette, va évoquer le thème du chevalier. Et les chevaliers vont descendre dans l'eau, ils vont s'installer dans un salon au fond d'un lac. Si les placards resplendissants livraient leurs secrets, nous serions à jamais perdus pour nous-mêmes, ce qui est un idéal pour Breton, d'être un autre que soi. Chevalier de cette table de marbre blanc. La table de marbre blanc, ça évoque aussi bien la table ronde des chevaliers du Moyen-Âge que ces tables de marbre blanc qu'il y avait dans les cafés parisiens et qu'il y a encore, qu'on ne trouve presque plus dans les cafés parisiens aujourd'hui, qu'on trouve encore dans certains des cafés anciens de Genève. Chevalier de cette table de marbre blanc à laquelle nous prenons place chaque soir. Le sonore appartement. Le parquet est une pédale immense. Les coups de foudre bouleversent de temps à autre la splendide argenterie du temps des Incas. On dispose d'une grande variété de crimes passionnels, indéfiniment capables d'émouvoir les amis de la variante. Les amis de la variante, voilà, avec des majuscules, voilà une admirable définition du groupe surréaliste tel que Breton l'imagine. Les amis de la variante, vous voyez, à l'intérieur de ces textes, il y a un phénomène de variation qui est peu contrôlé, mais qui pourrait être contrôlé, que nous pouvons contrôler autrement aujourd'hui. Un thème de la variation, en particulier la variation du sens d'un mot, ou du sens de certaines lettres, de sens d'une expression, et nous verrons comment cela se traduit dans les ouvrages autobiographiques par la variation du sens d'un épisode à l'intérieur de son existence. Capable d'émouvoir les amis de la variante, c'est le nom que nous nous donnons parfois, les yeux dans les yeux, à la fin d'une de ces après-midi où nous ne trouvons plus rien à nous partager. Le nombre de portes dérobées en nous-mêmes nous entretient dans les plus favorables dispositions, mais l'alerte n'est que rarement donnée. On joue aussi à des adresses et à des forces suivant les cas. Pendant que nous dormons, la reine des volontés, au collier d'étoiles éteintes, se mêle de choisir la couleur du temps. Aussi, les rares intermédiaires de la vie prennent-ils une importance sans égale. Voyez ces merveilleux cavaliers. Voilà les chevaliers qui reviennent. De très loin, de si haut, de là où l'on n'est pas sûr de revenir, ils lancent le merveilleux lasso. Vous voyez la surimpression qui se fait de l'image du cow-boy et de l'image du chevalier de la table ronde à l'intérieur de la forêt de Brocéliande et qui, quand il arrive au château, demande quelle est l'aventure de ce château. Mais cela vire encore. Voyez-moi ces merveilleux cavaliers. De très loin, de si haut, de là où l'on n'est pas sûr de revenir, ils lancent le merveilleux lasso fait de 2 bras de femme. Alors les planches qui flottaient sur la rivière basculent, et avec elles les lumières du salon, car le salon central repose tout entier sur une rivière. Les meubles sont suspendus au plafond. Voici le salon qui se renverse. Quand on lève la tête, on découvre les grands parterres qui n'en sont plus. Le parterre au sens de massif de fleurs. Mais comme le monde se renverse, les parterres vont être au-dessus et ils vont se transformer. Ce ne seront plus des parterres, mais Breton va les appeler des partiels. Vous voyez, le jeu, c'est absolument caractéristique de l'activité surréaliste, cela. Cet adjectif partiel, eh bien,
personne ne songe comme ça lorsqu'on l'emploie à y entendre le mot ciel. Eh bien, voici une machinerie littéraire qui va nous faire entendre le mot ciel. Quand on lève la tête, on découvre les grands parterres qui n'en sont plus et les oiseaux tenant comme d'ordinaire le rôle entre sol et ciel. Les partiels se reflètent légèrement dans la rivière où se désaltèrent les oiseaux. Pour l'instant, le salon flotte, mais nous allons le voir s'enfoncer, bien sûr, et les cuirasses des chevaliers vont devenir des scaphandres, mais des scaphandres de verre, de telle sorte que la communication va pouvoir passer, que la lumière va pénétrer complètement ces personnages. Nous n'entrons guère dans cette pièce qu'habillés de scaphandres de verre, qui nous permettent, au gré des planches basculantes, de nous réunir quand il est nécessaire au fond de l'eau. C'est là que nous passons les meilleurs moments. On imagine mal le nombre de femmes glissant dans ces profondeurs, nos invitées changeantes. Elles sont, elles aussi, vêtues de vert, naturellement. Quelques-unes joignent à cet accoutrement monotone un ou deux attributs plus gais, copeaux de bois en garniture de chapeau, voilettes de toile d'araignée, gants et ombrelles tournesol. Le vertige les mène, elles ne se retournent guère sur nous, mais nous frappons le sol du sabot de notre cheval chaque fois que nous voulons signifier à tel ou tel que nous serions aises de la remonter à la surface. De la foulée s'échappe alors une nuée de poissons volants qui montrent le chemin aux belles imprudentes. Il y a une chambre aquatique, construite sur le modèle d'un sous-sol de banque, avec ses lits blindés, ses coiffeuses innovations, où la tête est vue droite, renversée, couchée sur l'horizontale droite ou gauche. Il y a une fumerie aquatique, de construction particulièrement savante, qui est limitée dans l'eau par des ombres chinoises qu'on a trouvé le moyen de projeter sans écran apparent, ombres de mains cueillant en se piquant d'horribles fleurs, ombres de bêtes charmantes et redoutables, ombres d'idées aussi, sans parler de l'ombre du merveilleux que personne n'a jamais vu. Et cette rivière, elle peut être interprétée comme l'envers de la Terre. Nous l'avons déjà vu. Le monde s'est renversé. La rivière et ce salon au fond d'un lac, ce palais aquatique, cet immense aquarium, c'est un château de l'envers, c'est ce qui est de l'autre côté de la coulisse et de la surface. Et par conséquent, cette eau va se prolonger sous la terre, alors que d'habitude on a l'impression, on conçoit la mer sur la terre, ici on va voir la terre sur la mer. La terre tout entière va être considérée comme flottante, si vous voulez. Nous sommes les prisonniers de l'orgie mécanique qui se poursuit dans la terre, car nous avons creusé des mines, des souterrains par lesquels nous nous introduisons en bande sous les villes que nous voulons faire sauter. Nous tenons déjà la Sicile, la Sardaigne. Les secousses qu'enregistrent ces appareils délicieusement sensibles, c'est nous qui les provoquons à plaisir. Je n'ai pas besoin d'ajouter qu'il y a un an, certains d'entre nous approchaient de la mer de Corée. Les grandes chaînes limitrophes nous obligent seuls à quelques détours, mais le retard ne sera pas si grand malgré tout. C'est qu'il s'agit de vivre où la vie est encore capable de provoquer la convulsion ou la conversion générale, sans avoir recours à autre chose qu'à la reproduction des phénomènes naturels. L'aurore boréale en chambre, voilà un pas de fait. Ce n'est pas tout. L'amour sera. Nous réduirons l'art à sa plus simple expression qui est l'amour. Nous réduirons l'art à sa plus simple expression qui est l'amour. Nous avons vu que une des grandes transformations de la technique de Breton entre Forêt Noire et les champs magnétiques, c'est que dans Forêt Noire, il effaçait les intermédiaires. Il y avait un mot qui datait du mois de janvier, un autre mot qui datait du mois d'avril. Tout ce qu'il avait dit ou fait entre, il le gommait. Au contraire, avec l'écriture automatique, il prend deux mots qui sont l'un à côté de l'autre. Par exemple, deux mots d'une expression courante, les pas perdus,
Et à cause du traitement qu'il leur fait subir, de la place où il les met, etc., il montre qu'il y a un monde entre ces deux mots. Cela peut être vrai aussi pour les mots eux-mêmes. Nous pouvons voir qu'à l'intérieur d'un mot, il peut y avoir d'autres mots cachés. Nous pouvons essayer d'écarter, si vous voulez, les syllabes d'un mot pour voir ce que ce mot nous cache. Et dans le Poisson soluble, il y a toutes sortes d'exemples remarquables de cela. Par exemple, j'ai parlé de tout ce qui est autour du mot soleil et de toutes les conjonctions astronomiques avec les solstices, le solstice d'été et le solstice d'hiver. D'hiver, évidemment, cela va faire un échangeur avec le mot d'hiver. Mais nous allons pouvoir écarter les deux syllabes pour arriver à un mot qui joue un rôle essentiel dans une très belle histoire qui est tout à fait proche comme style d'une histoire d'un écrivain que Breton admirait beaucoup, qui est Raymond Roussel. Et cette histoire, si vous voulez, si je donne un titre à ce passage de Poisson soluble, je vais l'appeler le diamant vert. Il y a un diamant vert à l'intérieur de cette histoire. Vous voyez comment, à l'intérieur, en écartant les syllabes de d'hiver, je vais trouver à l'intérieur quelque chose qui est fondamental et j'aurai l'expression diamant vert. Dans diamant vert, nous avons une réalisation merveilleuse, si vous voulez, du mot vert. Nous avons le vert qui se transforme en vert ici. Je vous rappelle l'importance poétique considérable du mot vert en français, puisque toute la poésie française classique tourne autour de cette version de la syllabe. Et je vous rappelle qu'une grande partie de la poésie de Victor Hugo repose sur un jeu de mots, sur un autre jeu de mots, qui est le jeu de mots entre le vert et le vert. Le vert du sépulcre, la poésie qui ronge l'apparence, etc. Eh bien, il y en a encore bien d'autres. Nous retrouverons le mot vert chez Breton dans d'autres aspects encore. Par exemple, nous retrouverons à l'intérieur du domaine de la féerie, nous verrons dans l'Amour fou un chapitre dans lequel Breton rencontre une cuillère au marché aux puces. Il rencontre une grande cuillère, il trouve au marché aux puces une grande cuillère qui repose sur une petite chaussure. Le manche de la cuillère repose sur une petite chaussure et il appelle cette cuillère la cuillère Cendrillon. Évidemment, derrière ce mot Cendrillon, et il l'explique lui-même très clairement, il y a toute l'histoire de la pantoufle de verre ou vert. Bon, nous avons ici donc le diamant vert. La présence du mot amant à l'intérieur de diamant est quelque chose qui est classique dans la littérature française. À l'intérieur du Pantagruel de Rabelais, il y a un épisode dans lequel, je crois, c'est Panurge ou Pantagruel lui-même qui offre un bijou, à qui une dame offre un bijou. Ce bijou, c'est un diamant. Et autour de ce diamant, il y a écrit « Pourquoi m'as-tu laissé ?» Et personne ne comprend au début pourquoi on a donné ce diamant. Ce diamant, c'est un objet symbolique et un objet calembour. En effet, c'est un diamant faux. Et cela doit se lire, nous dit Rabelais, dit, amant faux, amant menteur, pourquoi m'as-tu laissé? Eh bien, etc. Alors, ici, nous avons la relation, vous voyez, bien où je veux en venir avec ce passage, nous avons, dans l'écriture automatique, dans cet état d'attention à ce qui est à côté, attention non pas à la ligne du discours qu'on est en train de suivre, mais attention aux possibilités qui sont autour. Nous avons le mot art. Eh bien, le mot art,
la syllabe art va se scinder en deux. Et en la regardant mieux, en l'agrandissant, si vous voulez, nous allons trouver le mot amour. Et nous avons ici, donc, tout simplement, nous réduirons l'art à sa plus simple expression qui est l'amour. Dans de nombreuses œuvres surréalistes où interviennent des mots, nous avons ainsi des mots qui sont les uns à l'intérieur des autres. Il y a un célèbre tableau du peintre surréaliste belge Magritte qui s'appelle « La conversation ». Dans un grand paysage, on voit un immense monument mégalithique. Vous voyez comme les monuments de Stonehenge. Et puis, à côté, il y a deux tout petits personnages qui sont en conversation. Et ces énormes pierres écrivent le mot, écrivent des mots. Le premier mot que l'on identifie, c'est le mot rêve. C'est le mot rêve. Et évidemment, si on a lu Baudelaire, on comprend tout de suite que c'est la réalisation du vers de Baudelaire « Je suis belle aux mortels comme un rêve de pierre ». Mais les lettres sont disposées de telle sorte que, si vous voulez, le R est décroché par rapport aux autres lettres du mot et par conséquent, on va pouvoir lire en détachant le R à l'intérieur du mot rêve, je vais pouvoir lire le mot Ève. Et d'autre part, je peux identifier une autre lettre qui se détache par devant, qui est un T. Et donc, dans un autre contexte, le mot rêve se révèle, si vous voulez, en s'écartant quelque peu, le mot rêve se révèle comme faisant partie du mot trêve, et ainsi de suite. Eh bien, ici, nous avons donc ces projets des chevaliers de la table ronde ou de la table de marbre blanc sous l'eau, ou dans le salon au fond d'un lac, en train de renverser la terre. Nous réduirons aussi le travail. À quoi, mon Dieu? À la musique des corrections lentes qui se paient de mort. Nous saluerons les naissances pour voir, avec cet air de circonstance que nous prenons au passage des enterrements, toutes les naissances. La lumière suivra. Le jour fera amende honorable, pieds nus, la corde des étoiles au cou, en chemise verte. Je vous jure que nous saurons rendre l'injustice sous un roseau invisible, nous, les derniers rois. Pour l'instant, nous amenons à grands frais au fond des eaux les machines qui ont cessé de servir, et aussi quelques autres qui commençaient à servir. Et c'est un plaisir que de voir la vase paralyser voluptueusement ce qui fonctionnait si bien. Nous sommes les créateurs d'épaves. Il n'est rien dans notre esprit qu'on arrivera à renflouer. Nous prenons place au poste de commandement aquatique de ces ballons, de ces mauvais navires construits sur le principe du levier, du treuil et du plan incliné. Nous actionnerons ceci ou cela pour nous assurer que tout est perdu, que cette boussole est enfin contrainte de prononcer le mot sud au lieu du mot nord, et nous rions sous cap de la grande destruction immatérielle en marche. De ces expéditions, qu'est-ce qu'ils vont ramener, ces chevaliers de la table ronde? Ils vont ramener un talisman. Ce talisman, comme dans les histoires des chevaliers de la table ronde ou comme dans les histoires des Mille et une nuits, ce talisman, c'est une bague. Une bague qui est par conséquent un symbole de la féminité, un symbole de l'amour et un symbole de l'acte amoureux. Cette bague, c'est une bague qui va permettre de devenir encore plus aquatique. On va retrouver à travers cela, à travers cette bague, l'histoire de l'anneau de Gygès. Vous savez, cet anneau qui permettait à son propriétaire de devenir invisible. Un jour, pourtant, nous avons ramené de nos expéditions une bague qui sautait de doigt en doigt. Le danger de la bague ne nous apparut que longtemps après. La bague nous fit beaucoup de mal avant ce jour où nous la rejetâmes précipitamment. En l'air, elle décrivit, avant de s'engloutir, une aveuglante spirale de feu d'un blanc qui nous brûla. Mais l'ignorance où nous sommes restés relativement à ces intentions précises nous permet de passer outre, je le pense du moins. Nous ne l'avons d'ailleurs jamais revue. Cherchons-la encore, si vous voulez. Me voici dans les corridors du palais, tout le monde dort. Le vert de gris, vous voyez la liaison des deux syllabes, d'or et vert, tout le monde dort, le vert de gris et la rouille. Est-ce bien la chanson des sirènes,
la sirène, la jeune femme qui est tellement attirante au fond de l'eau. Eh bien, voilà, l'horloge, malheureusement, m'empêche de vous lire un autre texte que j'aurais bien voulu vous lire, dans lequel nous voyons la femme source se détacher de la femme mère. C'est un très beau texte dans lequel on rencontre une jeune veuve. Et cette jeune veuve est tout enveloppée dans un voile noir. Et puis, la jeune veuve, devant les yeux éblouis du promeneur dormeur, du promeneur rêveur, la jeune veuve écarte son voile noir et l'on s'aperçoit qu'elle est merveilleusement nue sous ce voile. Mais ça va beaucoup plus loin parce que le voile n'est noir qu'à l'extérieur et la face interne du voile a exactement la couleur de la chair.